est complètement tapé ou quoi? Bonjour et bienvenue sur Caméflex. Bonjour et bienvenue sur Caméflex. Podcast. En canon, c'est ça? Ouais, tu sais, c'est comme bien. en cours de musique en primaire. T'avais envie de te rappeler des cours de musique en primaire? Non. Jamais. Bonjour Je me et rappellerai toujours de vous, monsieur Duchamp. Bonjour et bienvenue sur Caméflex, l'émission cinéma hebdomadaire qui revient tous les jeudis matins à 7h sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube si vous voulez voir nos petites frimousses en Ouais, vidéo. on l'a jamais dit. Non, c'est vrai qu'on le dit pas, mais on est sur YouTube. Le seul souci, c'est que sur YouTube, vous n'avez pas accès à ces petits moments de poésie qui sont les intros vrai. Caméflex, à chaque fois fictionnés avec des petites blagues de plus ou moins bon goût. Ah ouais, t'es pas de bon goût, celle d'aujourd'hui. Si, ça allait. La semaine dernière, on a name drop Bertrand Cantat, ce qui est pas de super bon goût. tu vois. Je sais pas. C'est rarement de bon goût. Cette semaine, Tom, nous avons trois films à chroniquer. Et trois films très différents les uns très des autres. différents. Est-ce que tu veux nous vendre du rêve là? Mais bien sûr. Ok, pense années 80. Ok, je l'ai. Ok, pense combat de rue. Ok, ça élimine pas mal de possibilités. Ok. Pense un maître asiatique qui t'apprendrait tout ce qu'il faut savoir sur le monde Ok, mais de quelle manière, Tom? avec des corvées. Ok, je vois très bien. Retour vers le futur. Karate Kid. Ah oui, ça, c'était mon deuxième choix. Et ils en ont fait plusieurs. Et là, on va parler du dernier Karate Kid, légende. Mais on va pas s'arrêter là, puisque la semaine dernière et la semaine d'avant et la semaine d'avant, on parlait d'un film d'horreur. Et cette semaine, On l'a promis, on tient nos promesses, on parle continue sur les aussi films d'horreur d'un de film l'été. d'horreur Et on parlera de Together. Ok, avec Dave Franco et Alison Brie. Exactement. Et on va finir en parlant du nouveau Naked Gun. Donc, y a-t-il un flic avec Liam Neeson? Reboot de la saga des années 80, justement. Hein, c'est un petit peu la semaine des reboots des années 80. Oui, en tout cas. Non, Together, pas du tout. Mais Karate Kids et Yeti Oui. Flick, on est en plein dedans. Avec Seth MacFarlane à la prod et Akiva Schaffer à la réal. Et Liam Neeson, surtout, qui reprend le rôle de Leslie Nielsen. Et ça promet d'être rigolo. Ça promet d'être très sympathique. On rappelle comme ça au passage qu'on essaye toujours de taper les 100 notes sur les différentes plateformes de podcast. Alors je tiens à vous dire merci puisqu'on a passé les 100 notes sur Spotify, mais il y a encore un petit peu de chemin sur Apple Podcast. Alors si vous voulez soutenir le podcast et que vous voulez participer à ce challenge, que Ouais. dis-je, à cette révolution, Mais mettez des bonnes notes, putain de merde. J'en ai marre de devoir quémander toute la sainte journée. Mettez-y une bonne note, quoi. Un 4 étoiles et demi, un 5 étoiles. 4 étoiles, on vous retrouve. 4 étoiles, on vous retrouve et on vous fait du mal. Mais 4 étoiles et demi, et alors 5 étoiles, on vous invite à bouffer. il n'y a pas d'ennemis il n'y a pas d'étoiles. Et ennemies. bah du 5, alors Vous m'emmerdez n'avez pas. pas le choix à 5 étoiles. Non, voilà, on a un petit challenge, c'est de passer les 100 notes sur toutes les plateformes avant la fin de l'été. Il ne reste que 2 semaines et demie avant la fin de Sinon, l'été. On est pile les couilles de Nicolas en live Sur Kik, du coup. sur Kik. Non, on ne fera pas ça, s'il vous plaît. Et la semaine dernière, vous l'avez entendu, on a reçu les anecdotes des auditeurs, les anecdotes en lien avec le cinéma. Et Bertrand Cantat. Et on a reçu Bertrand Cantat. Quelle horreur! Quelle putain Qui d'horreur! était là pour venir défendre son bout de gras. On l'a écouté. Bon, on n'était pas hyper d'accord. Mais... Non, c'est pas ça qu'on a fait la semaine dernière. La semaine dernière, on a écouté les anecdotes des auditeurs, des anecdotes en lien avec le cinéma. Et si vous aussi, vous voulez nous envoyer vos anecdotes, n'hésitez pas à vous nous envoyer un petit message sur le compte Caméflex Live sur Instagram. Oui, Vous vous nous- mettez anecdote ou j'ai une anecdote ou tiens, une anecdote. Bonjour l'équipe de Caméflex, j'ai une anecdote à vous proposer. On vous Pourrais-je accepte. vous envoyer un message? Voilà. Et en fait, il faut qu'on vous accepte. Et vous faites un vocal. Voilà, c'est ça. Ça nous rend tellement heureux de pouvoir un petit peu partager ce moment de vie avec vous. Vous nous envoyez un message pour nous pinguer, on vous accepte dans la conve Instagram, enfin on accepte votre invitation et vous pourrez ensuite nous envoyer un vocal en 2 temps 3 mouvements qu'on pourra passer dans l'émission et sur lequel on pourra revenir, commenter et raconter nos propres anecdotes en lien avec le cinéma. C'est ça, parce que c'est avant tout pour parler de nous en fait. Non, c'était pas le concept. C'était pas du tout le concept. Nicolas, on est là pour parler cinéma et je pense qu'il est l'heure de parler cinéma. Ah oui, et donc t'as choisi un film hyper populaire avec une BO de jukebox des années 80 pour parler cinéma, c'est ça ton concept du cinéma? Évidemment. Et on va parler du coup de Karate Kid légende de Jonathan Entwistle.
Alors on devrait le laisser se battre. Pour qu'il finisse comme son frère. Pour qu'il ne finisse pas comme son frère. Lee est pour moi ce que tu étais pour Sensei Miyagi. Je veux que Lee apprenne le karaté Miyagi. Je suis désolé, monsieur Han, j'aimerais pouvoir vous aider. Tu le feras. Je ne viendrai pas à New York. Je t'attends à la grosse pomme. Bon, Karate Kid, c'est quoi? C'est avant tout un savoir de vivre, j'ai envie de te dire. C'est quoi? C'est le respect de son prochain, de ses parents, Ouais. de savoir profiter de la vie, mais en même temps d'être rigoureux. Et peindre une clôture de bas en haut. Exactement. Et peindre une Ou alors- devanture de maison de droite à gauche. Ou alors de mettre sa veste et d'enlever sa veste. Ça, et c'est dans le remake. d'enlever sa veste et de remettre sa veste pour apprendre à faire du kung-fu. Karate Kid, du coup, c'est maintenant, en fait, c'est vraiment une franchise. Hein, Mais qui- tu fais pas mieux que de dire que c'est une franchise. C'est combien de films? Attends, laisse-moi 3 secondes. C'est le 1, 2, 3, 4. 5, c'est le 6e. C'est le 6e film de la franchise Karate Kid. Le premier film Karate Kid date de 1984. Plusieurs suites se sont produites par la suite. On a Karate Kid, le moment de vérité 2. Je crois que c'est Karate Kid 2, le moment de vérité. Ouais, tu le mets où tu veux. En 86, Karate Kid 3 en 89, Miss Karate Kid en 94. Avec Hilary Swank dans le rôle principal, quand elle était toute bébé. Et bah voilà. Et ensuite, on a eu un remake sorti en 2010 avec Jackie Chan et Jaden Smith. La franchise s'est poursuivie après avec, sous forme de série, avec la série Cobra Kai, qui a été diffusée dès 2018. En fait, ouais, la raison pour laquelle on parle de Karate Kid Legends aujourd'hui, c'est parce que le film s'est fait grâce au revival de Cobra Kai il y a quelques années. Évidemment. Projet qui est passé par Netflix, qui a été produit aussi par YouTube, qui a eu un financement participatif. C'est un truc qui a été vraiment motivé par les fans et notamment par les 2 comédiens originaux du premier film Karate Kid, Ralph Macchio et William Sbaka, donc qui jouaient Daniel LaRusso, le personnage principal, et son ennemi juré, Johnny Lawrence, qui était dans le groupe adverse et qui était le leader des Cobra Kai, justement. Et dans Cobra Kai, tu suis du coup lui. Ouais. Qui va créer Enfin, le son méchant club, qui etc. va créer son club, mais qui est plus trop méchant, mais voilà. Moi, j'ai pas regardé Cobra Kai, j'en ai entendu plutôt des bons échos. Ouais. Après, pour le coup, William Zabka, en termes d'acting, enfin bref, on va peut-être Ouais, revenir on dessus reviendra un peu plus tard, mais Et donc, en septembre 2022, un nouveau film est annoncé. Et là, bim, en août 2023, on annonce le retour de Jackie Chan qui reprend son rôle, mais aussi de Ralph Macchio, donc Daniel ce LaRusso. qui n'a aucun sens puisque à la base, ils sont pas dans le même univers. Et ben justement, c'est ce qui fait dire que du coup, c'est le même univers. Et donc, ils vont se retrouver pour un affrontement, je ne sais pas. Mais les deux acteurs annoncent que la production lance un grand appel au casting dans le monde entier pour trouver qui incarnera le rôle titre, donc du nouveau Karate Kid, un adolescent chinois qui déménage sur la côte et commence à étudier les arts martiaux. Alors qu'il est fort au kung-fu, oui, parce qu'on l'a pas mentionné, mais faire un remake de Karate Kid avec Jackie Chan, il y a une erreur. Hein. Il y a un problème. Jackie Chan, il fait du kung-fu. Mais est-ce que c'est pas la même chose? Non. Non, non. C'est non. pas le même art martial, c'est pas le même sport, quoi. Et donc, en février 2024, Ben Wang est annoncé dans le rôle. Il avait été vu dans les séries comme Légion, comme MacGyver, donc j'imagine le remake Ah ouais, de la série le de reboot, ouais. MacGyver, américain de Chine. Et donc, Ben Wang, c'est quand même un peu le mec parfait pour prendre le rôle. C'est un mec qui parle couramment mandarin et qui maîtrise un petit peu les arts martiaux quand même. On a le karaté, Et ça se voit dans le film. Hein. le Wing Chun, le Kung Fu, le Gumdo, le Kempo et surprise, le Taekwondo. Oh ouais, putain, il est chaud. Donc j'ai envie Je de te pense que je le dire- bats. Ouais. Il fait quelle taille? Il fait quelle taille? Bon, on le nique. À 2. À 2, on le nique. Et en plus de ça, évidemment, du coup, pendant le film, il réalisera la majorité des cascades, supervisées par Jackie Chan himself. Oula, Et le la coordinateur classe. de cascade aussi, quand même, un petit peu, qui est là pour dire non, mais ça, on évite. C'est dangereux quand même. Jackie, on a dit, t'es fou. Arrête, t'es fou. Le film vient de sortir. Tout le monde a tellement hâte, pas tant. Pas tant, ouais. Je n'ai pas entendu particulièrement de gens me dire j'ai tellement envie de le voir, ce Karate Et en Kid. même temps, je pense qu'il y a une fanbase, tout simplement. Les gens qui ont grandi avec le premier film dans les années 80. Qu'est-ce que t'en penses du premier film, toi? Bah les couilles. Ouais. Je l'ai revu pour l'occasion. Alors, ma première appréciation du premier film, le Master 4K est incroyable. Parce que j'ai acheté le Blu-ray 4K il y a genre 2-3 ans.
Et je savais qu'il me servirait. Et il m'a servi pour cette émission. J'ai rematé le premier Karate Kid. En fait, on a fait cette émission que pour que tu réouvres Mes Blu-ray. tes éditions physiques. Et non, et le Master 4K est vraiment magnifique. Après, le film, c'est pas nul. C'est Alors. plutôt un film des années 80 avec le scénario parfait, quoi, le scénario type, le truc que Hollywood recherchait absolument, le retour vers le futur, quoi. Et en fait, Karate Kid, il a vraiment ce scénario type, ce scénario parfait, cette idée extrêmement ludique de tu vas apprendre à faire du karaté en faisant des tâches ménagères. En fait, il y a des choses qui sont devenues cultes dans le film. La musique de fin qui est trop bien, Bah You're oui, the best oui. around et tout. Moi, j'avais été plus touché parce que gamin, j'avais vu le Karate Kid avec Jackie Chan. Que je trouve pas comme étant une abomination. Ok. C'est pas du karaté. Ouais. Maintenant, il y avait juste à pas appeler le film Karate Kid. Mais en même temps, pourquoi se priver de ce nom qui fait beaucoup plus d'entrées en salle? Mais en soi, c'est pas plus con qu'un autre film. Il y a des trucs qui fonctionnent très bien. Il y a la bagarre. Et la bagarre, c'est bien. Non, en vrai, tout le monde avait chié sur le Karate Kid avec Jackie Chan. Calmons-nous, hein. On est loin d'un désastre tel. Donc non, j'avais un petit peu d'attache pour le remake. Et j'avais vu le premier film. Et moi, j'ai Plus pas tard. vu le remake, j'ai jamais vu. Et bah, il est d'où le truc du relève ta veste, Ouais, remets ouais, ta veste. ça j'ai capté. Qui est un grand moment quand même. Mais du coup, c'est le même concept. C'est genre, il apprend à faire Oui. du kung-fu avec des tâches ménagères. C'est plus génial que ça, je trouve, dans le remake, parce que, donc, en fait, il demande à Jaden Smith, qui joue le gamin, donc il lui dit, tu enlèves ta veste sur le tronc, tu la poses sur le tronc, tu la reprends, tu la remets sur toi et tout ça. Et en fait, le gamin, il le fait en boucle, Ouais. en boucle, qui vente, qui pleuve, qui neige. Il le fait. Et à un moment, forcément, le gamin se rebelle, il dit, mais je ne comprends pas, Jackie. Ouais. Ça ne sert absolument pas. Mais tu sais qu'il y a la même scène Mais dans oui, oui. l'original. Mais ça ne sert absolument à rien ce que tu me fais faire. Il fait, ça sert à rien. Et donc Jackie Chan qui fait sa meilleure technique, et il fait, vas-y, fais ce que je t'ai dit. Et là, hop, il a appris le kung-fu. Ouais. Je trouve ça génial. Non, mais c'est trop bien, même dans l'original. En vrai, c'est cheesy, etc. Mais la scène, elle fonctionne. Enfin, il fallait le faire à un moment dans l'histoire du cinéma. Ce truc de genre, mais en fait, tous ces mouvements que j'ai appris Mais depuis oui. des semaines, ça me sert à contrer, ça me sert à attaquer. Je suis le feu, je suis la lumière. Mais le premier a quand même un vrai charme et la relation entre Monsieur Miyagi et Daniel Larousseau est quand même assez touchante. Il y a un moment où il va lui donner une voiture, il va lui offrir sa voiture, etc. Et en fait, on sent que les deux deviennent amis, quoi. Il y a un truc un peu mimi quand même entre les deux qui fonctionne. C'est Gran Torino ce que tu cites. Ça. Pourquoi? Bah dans Gran Torino, il lui file sa voiture. Ah ouais. Je savais pas, j'ai jamais fini Gran Torino. Oups. Oh non. J'ai tellement préféré Juré numéro 2. Oh non, c'était pas. Pardon, on termine. la tasse de La thé. relation était plutôt. Non, mais plutôt la, bien la- foutue. la relation est vraiment top entre les deux. Elle est. Bah voilà, t'es dedans, quoi. T'es entre les deux, tu sens l'évolution de leur relation. Ils sont mignons. Lui, le maître Miyagi, il a une histoire compliquée. Mais- Daniel Larousseau. C'est pareil dans le remake, hein, en soi. Ouais. Et Daniel Larousseau, Ralph Macchio, il a vraiment trouvé le rôle de sa vie avec ce personnage-là de Daniel Larousseau. Ça lui fait encore gagner de l'argent aujourd'hui. Et en fait, c'est le casting parfait pour l'époque. Genre, il est vraiment le gamin idéal pour jouer le Karate Kid, quoi. Tout de suite, quand il arrive à l'écran, tu fais « Ah, c'est lui ». Et donc, c'est beaucoup de boulot pour les épaules du petit nouveau qui arrive de remplacer ce gamin Jaden Smith. idéal. Non, Jaden Smith, du coup. Mais en fait, il y avait déjà eu des remplacements, donc c'est ok, la ouais. pilule passe plus Oui, facilement. c'est vrai. Donc, ce nouveau film qui sort, justement, qu'est-ce qui va se produire? On va suivre, du coup, ce jeune Karate Kid, ce jeune futur Karate Kid, qui déménage à New York. Non, son grand-père, c'est Jackie Chan. Il s'est entraîné avec lui. Mais il part à New York et la famille est un peu tristée, c'est pas le mot, mais est en deuil puisque son grand frère est mort Ah oui. pour une raison qu'on ne citera pas pour ne pas spoiler. On va découvrir dans le film. Qu'on va découvrir dans le film. Et arrivé à New York, il va devoir se faire des amis et se faire des ennemis aussi. Et là,
bim, kung-fu. Et déjà, premier truc, moi, que j'aime bien dans ce Karate Kid, c'est qu'on va pas simplement se contenter de reproduire le premier film avec exactement la même histoire. Histoire qui est pas très compliquée, mais qui fonctionne très bien dans le premier film. Hein. Il y a garçon arrive dans un nouvel environnement, il se fait des ennemis parce qu'il se rapproche d'une fille. Pour battre ces ennemis-là, il doit prendre cours de karaté. Cours de karaté, il devient ami avec son concierge. Son concierge, en fait, c'est un dieu du karaté. Et à la fin, tournoi, et il met une branlée aux méchants et tout est bien qui finit bien. Là, on va pas être sur exactement la même chose. J'ai quand même eu tout le début de ce que tu Ok. racontais. C'était quand même vachement Karate Il Kid y a tout légende. ça. Maintenant, j'aime beaucoup qu'il y ait des inversions de relations. J'aime bien le fait Qu'il soit le maître. qu'il soit d'un- à la fois le maître et l'élève. Ouais. J'aime bien le fait que voilà les deux légendes, donc Daniel Larousseau et Monsieur Han, c'est ça le nom de C'est ça, Jackie Chan, Sally. pour entraîner le Karate mais Kid. ils arrivent tard en fait dans le film. Eh bien, c'est un des points intéressants du Ouais. film. Pas forcément positif, pas forcément négatif, mais. Non, mais moi, ça me intéressant. dérange pas du tout. Je comprends que le marketing se centre autour de ça, mais je trouve ça bien que on laisse ce Karate Kid, ce nouveau gamin, se développer en tant que personnage, qu'on comprenne ses forces, ses faiblesses, qu'on le laisse se faire des amis, des ennemis, une copine et un allié avec le père de sa meuf. J'aime bien que voilà, on lui laisse le temps d'exister à l'écran et ensuite on fait revenir les légendes, mais seulement dans un rôle de mentor. On va pas les laisser bouffer l'écran en fait, ces deux personnages-là. Ça va C'est- vraiment être l'histoire de ce gamin-là et C'est vrai. c'est pour moi une des forces à l'écriture du film. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as peut-être d'autres points positifs Ouais, il sur y a le plein, film il y a plein de choses que j'ai bien aimées en réalité dans ce L'esthétique. Et ben, je trouve que le film est plutôt joli. Tu vois, la semaine dernière, on parlait de Freaky Friday 2, qui est vraiment un peu. C'est pas moche, mais c'est sans aucune personnalité. Il y a rien à l'image, c'est voilà, c'est fonctionnel au possible. Il faut juste qu'on voit ce qui se passe à l'écran et que ce soit pas trop laid. Freaky Friday 2, c'est pas moche. Là, on n'est pas sur un truc magnifique. C'est pas du Michael Ballhaus ou du Roger Dickens. Enfin, c'est pas de la grande photographie. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même un travail pour pour insuffler de la personnalité au film visuellement. Et pas que visuellement, hein. On va revenir sur la mise en scène, notamment sur la mise en scène des combats après. Mais il y a un vrai travail pour que le film ait une esthétique, une identité visuelle. J'aime beaucoup le travail des lumières. Il y a beaucoup de lumières orangées, beaucoup de zones j'allais dire d'ombre, mais Il y a non, mais beaucoup de lumière d'obscurité. rouge aussi, Beaucoup et de- c'est ouais. désiré. Ouais. Il y a un vrai travail comme ça sur la photographie, sur la lumière du film. Il y a des trucs que je trouve un petit peu moins bien. Le combat final se passe sur le toit d'un immeuble. J'ai vraiment l'impression que c'est du volume. Donc la technique a été utilisée sur The Mandalorian. Oui, en gros, c'est des écrans géants Ouais, LED. qui vont englober la scène, le tournage. Ouais. Plutôt que du fond vert, c'est vachement mieux en termes d'immersion pour Ouais. les comédiens. Et où là, les effets spéciaux, non, mais le décor. On est sur une scène de 15 Et minutes présent. en Golden Hour. Golden Hour, la période qui est difficile à filmer dans la journée Quand où t'as on envie a la d'aller plus aux belle lumière. toilettes. Ah oui. C'est la période de la journée où il y a la plus jolie lumière, donc c'est en fin de journée. Enfin, c'est le moment où le C'est soleil fin se de lève, journée, oui. où le soleil se couche. Donc c'est une lumière qui est difficile à choper. Là, 15 minutes de scène en Golden Hour, à mon avis, c'est du volume. Ça a une gueule de volume. C'est pas moche pour autant, c'est juste ça se voit, ça c'est un peu criard. Mais tout le reste du film, je trouve que voilà, les zones d'ombre, les zones d'obscurité, le travail sur la lumière est plutôt réussi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, rien que visuellement, en fait, du film? Alors, visuellement, c'est Sony qui distribue et qui produit Karate Mhm. Kid Legend. Sony, ils se sont dit, il faut pas qu'il soit un petit peu cool quand même. Qu'est-ce qui est cool qu'on a sorti ces dernières années? Spider-Verse. Ouais. On recycle un peu. Bon, c'est pas grave, mettez quand même un petit peu. Effectivement, je trouve qu'il y a un petit peu de Spider-Verse sur les transitions. On voit Les beaucoup. cartons-titres? C'est un truc qui est... Alors, oui, mais c'est pas forcément à ça que je pense. Ça va être sur les transitions. On va voir beaucoup de New York dans les transitions, quand le personnage va d'un point A à un point B. Et lui qui ne connaît pas cette ville, la grosse pomme, La grosse pomme. La ville qui ne dort jamais. on va le voir évoluer à l'intérieur de cette ville et par des passages où ça va être du collage, où ça va être du split screen. Après, je préfère qu'ils utilisent ça que du b-roll de con, tu vois. C'est pas du tout, donc, c'est des pas plans- du tout une critique. C'est un effet de Ouais. mise en scène, c'est un effet de style. Ça fonctionne. Tu vois quand même
d'où ça vient, tu peux pas le cacher. Même les choix musicaux. Hein. Même les choix musicaux, très hip-hop. Ouais, le côté jukebox du film me fatigue un peu. Oui. Après, effectivement, le film est pas laid. J'ai quand même un problème, mais j'y reviendrai dans un instant. Dis-moi tout. Mais moi, c'est un problème de découpage technique que j'ai. Ah ouais, donc la manière dont les plans sont choisis et Exactement. assemblés entre eux. En gros, un découpage technique, c'est avant le tournage, sélectionner les plans qu'on va faire, les valeurs de plans. Donc, est-ce qu'on fait un plan américain, un plan serré et la combinaison des plans, comment ça s'opère pour rendre la séquence lisible, belle Et découpé. et Voilà. bon, voilà, découpée. Après, dans les points positifs, effectivement, je trouve qu'il s'attarde sur le personnage principal. Ce qui est quand même Mais il est cool en plus, ce qui le est quand même personnage, mieux. il est trop fun à suivre. Lui est bien, il joue bien. Il y a quand même un gros rush à la fin. Toi, ne te dérange pas. De quoi, sur le côté moi- combat final là Ah ben pas que le combat final, c'est-à-dire que quand Monsieur Han, à un moment, va redébarquer dans le film, c'est vraiment pas une surprise, c'est vraiment Non, pas un non. spoil. Ah, il est sur l'affiche en plus gros que Il le est sur Karate Kid. l'affiche. Donc... Donc, Monsieur Han et Daniel Larousseau qui reviennent pour entraîner notre nouveau Karate Kid. Ça arrive un peu plus de la moitié du film, trois ça te fait quarts. chier Ça, La première partie te divertit pas? si, la première partie, il n'y a aucun problème. Et je vois que tu me racontes quelque chose. Mm. Mais dans cette seconde partie, dernière partie du film, on sent qu'il y a un truc de... Mais on n'avait pas un projet de base sur Karate Kid. Il n'y avait pas un combat Il n'y avait ou pas un truc combat, il fallait pas l'entrée sur des trucs. Et là, il y a un mec qui fait... Je sais pas, un mec à la production qui a fait... Mais si. Alors, j'entends ce que tu dis et deux pistes. Le premier truc, c'est que le premier film, c'est exactement ça. Le combat final, en réalité, contrairement à un film comme Bloodsport ou La Fureur de Vaincre avec Bruce Lee. Ouais. Où là, on a vraiment voilà, le kumité pendant tout le film, où on a le tournoi pendant tout le film, ou Hunter the Dragon avec Bruce Lee. Donc là, c'est des kumités, c'est des combats qui vont prendre tout le film. Karate Kid, vraiment, c'est juste la toute fin. Hein. Ça dure, Oui. ça dure quelques Oui. minutes à la fin. J'entends. Pardon. Et deuxième point, ça aurait été un petit peu chiant de le voir s'entraîner pendant 2 heures de film. Je suis en désaccord avec ça. Ah ouais, bah moi je trouve que la séquence d'entraînement, qui est pas effectivement très longue, on suit quand même une progression, on comprend que c'est un peu rushé, mais je comprends aussi les raisons pour lesquelles ils les ont rushés. Mais tu voulais dire quelque chose? Moi, je trouve que c'est rushé. C'est-à-dire qu'il se concentre sur un aspect de sa vie, de son changement. Il va devenir même... Donc, le Karate Kid va devenir même le maître d'un mec pour qu'il puisse se défendre parce qu'il a des problèmes. Et moi d'ailleurs, leur relation, je la trouve trop bien. Et la relation fonctionne très bien. On se rappelle que c'est un film Karate Kid, donc on te ramène Jackie Chan et Ralph Macchio. Pardon. Va y avoir un entraînement. Pour l'instant, pas de problème que ça arrive aux 3 quarts, ne me dérange pas. Mais on va avoir un rush, scénaristiquement j'entends, intensif, parce que suivi de ça, il faut le tournoi. Et le tournoi, il se construit en 5 étapes. Donc il y a 5 combats. Et là, on va te dire, ok, effet de style de partout, se succèdent les combats. Enfin, les entraînements. Ah oui, non, les combats, pas à la les fin. entraînements. Les combats, et puis on va alterner entre le méchant et le gentil. Ça, c'est codifié, il n'y a pas de problème avec ça. Et le combat final. Et en fait, moi j'ai un problème avec ça, et où c'est là où toi t'es pas d'accord avec moi, c'est que le fait de suivre des combats tout le long du film, c'est une mise en tension. C'est que tu comprennes, 1, les enjeux, 2, les thématiques de chaque personnage qui vont être explorées combat après combat. Et leur technique d'arts martiaux. Leur technique. Et en plus de ça, la tension, quoi. Mais ça amène énormément de tension. Tu citais d'autres films auparavant, moi je te dis Rocky. Ouais. Rocky, ça se base à fond là-dessus et ça marche à mort. Pas tous les Rocky. Il y en a peut-être. Calmons-nous. Celui avec le robot là? Ça, c'est le 4. Le 5. Le 5, non, je le conseille pas plus que ça, le 5. Mais ça a une utilité et ça a un sens de le construire comme ça. Le fait est que quand le tournoi des 5 Boroughs arrive à la fin et soit aussi rushé, ça fait 15 minutes à tout péter. Hein. Le tournoi, dans son entièreté, fait 15 minutes. Bah, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Et j'ai pas eu ma croquette, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu là pour la bagarre. Et la bagarre, bah, j'ai pas pu y goûter tant que ça. Je vais retomber sur mes pattes en parlant de découpage technique parce que on a dit auparavant que, du coup, l'acteur qui joue le nouveau Karate Kid, Ben Wang, est un adepte des arts martiaux, a fait la plupart de ses cascades. Dans le film,
il y a quand même quelques bagarres. Ah oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça que je suis pas trop d'accord Non, avec non, toi. mais il y a C'est qu'il quand même- il y en a plein des scènes de baston C'est- avec plein de personnages différents. Bon, bah alors c'est couplé à ce que je vais dire là Ok. que je vais pouvoir retranscrire au mieux mon amertume, ce qui veut pas dire que le film est affreux. Le truc, c'est que il est fort, il est bon, et dans les scènes d'action, tu te dis, oh putain, il maîtrise ce qu'il fait, quoi. Il y a vraiment des séquences où c'est vraiment fun à voir et t'es à fond dans l'action. Problème, découpage technique. Je suis pas d'accord. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui te dérange Non, mais vas-y, je te laisse. On va voir si on se rejoint. C'est surdécoupé, pas toujours lisible, et ça hache l'action, alors que durant certaines scènes d'action, il existe au sein de ce surdécoupage quelques petits plans qui vont fluidifier tout ce que tu vois. Ça te permet aussi très bien de comprendre l'action. Il y a des petits moments magiques, mais qui ne font pas l'intégralité du combat. Il faut arrêter de surdécouper comme ça et de mettre un milliard d'angles différents. Quand tu as des mecs qui maîtrisent autant leur art, il faut faire confiance à ça. Et il faut que la mise en scène épouse Ouais. ce qu'on te propose. Le C'est combat, comme ouais. les scènes de combat, c'est comme des scènes de danse. C'est une chorégraphie. Si tu ne Et suis si- pas Et si ta la caméra choré- coupe dans tous les sens, Voilà. on voit juste pas la danse, quoi. si tu ne suis pas la chorégraphie, tu perds 50% de l'essence de ce sur quoi ils ont travaillé. Ouais. Après, les scènes d'action, ça a toujours été le cas. Quand tu découpes, le fait que tu surdécoupes, ça permet de rajouter de Ouais, l'énergie, au de la montage. rapidité. Mais c'est un cache-misère, ça. C'est un cache-misère. Il y a plein d'autres films d'arts martiaux ou juste de films d'action qui trouvent des techniques différentes Ouais. pour découper même au sein d'un propre plan et ramener de la rapidité, de la fluidité, Ouais. de l'énergie. Des Ip Man, il y en a un milliard, je vais pas tous les Ouais. citer. Bah, Mais par exemple, enlever des frames ouais. sur certains plans c'est pour une technique. dynamiser les coups, Ouais. ça marche très très bien. Ouais, pour qu'ils puissent faire des actions un peu plus au ralenti. Bon, après, le meilleur exemple de tout ça, c'est un acteur qui est dans ce film-là, c'est la filmographie des années 80 de Jackie Chan, où là, plan large, Jackie Et oui. refait la cascade 150 fois là, Et pour il tombe qu'on soit sûr d'avoir la de bonne. l'immeuble et machin. Et, truc. Et du coup, je suis là à me dire, putain, vous avez trouvé un super Karate Kid. Et il joue bien, et il est touchant, et c'est une bête en arts martiaux. Ouais. Laissez-le Après, s'exprimer. comme on l'a dit, on le bat, mais, On le nique, mais il est fort quand même. mais parce que nous, on n'a pas encore été pris pour Karate Kid, c'est tout. Mais je trouve ça dommage de pas le laisser, de pas lui offrir un truc qui puisse montrer l'intégralité de son potentiel. Moi, je veux juste nuancer un tout petit peu ce que tu dis parce que en fait, j'allais dire je suis pas d'accord, mais en vrai, si, je suis d'accord. Je trouve que qu'est-ce que je me suis écrit ? Je me suis écrit une petite phrase qui résumait à peu près ma pensée. C'est On que veut savoir. la mise en scène des combats, elle est pas virtuose, mais elle est plutôt bien réfléchie et rythmée. Je pense qu'il y a un petit peu de surdécoupage, mais pour autant, elle a vraiment été découpée, la scène. Les scènes d'action, elles ont vraiment été découpées et pensées en amont. Pensées pour sublimer l'action. Je trouve pas ça super réussi à tout moment. N'empêche que je vois l'effort et je me dis, c'est pas Tekken 3, quoi. C'est pas dégueulasse. Ça ressemble pas à un film américain lambda avec ou un film EuropaCorp lambda avec T'as vu chaque émission des gommes Besson sur un truc. avec des combats un peu bidons qui sont découpés avec qui sont montés avec le cul et filmés avec une shaky cam pour qu'on soit sûr qu'on voit pas que c'est vraiment de la Ok, merde. alors, C'est pas ça, tu vois. je Genre franchement, il y a un bel effort et Tu pour un mets- film d'action américain, tu mets de l'eau dans mon vin. Il est vrai. Mais la promesse du truc... Moi, je suis un très, très, très gros fan des chorés de fight. Il y a des films que j'adore. Et qui ont prouvé maintes et maintes fois que tu pouvais énormément découper et en même temps rendre l'action lisible et en même temps avoir des idées de mise en scène et pas forcément découper. Et en plus, un exemple flagrant, ce serait des jeux d'action. C'est pas compliqué, t'as des trucs super qui sont sortis. Je pense à Sifu. ah ouais, ça tu t'es buté à ça. Je me suis buté à ça pendant un mois à Sifu. Et c'est hyper dynamique et tout ça. Et pourtant, il n'y a pas de changement de plan. C'est un jeu vidéo. C'est un jeu où tu joues aux arts martiaux. C'est formidable. Tu joues un mec qui donc fait du kung-fu, enfin plein d'arts. Ouais. Et à chaque fois que tu meurs, tu vieillis d'un an. Et en vieillissant d'un an, tu développes des capacités différentes, mais t'es moins rapide, mais tu tapes plus fort. et tout. Le concept est très cool. Le concept est très cool. Quoi qu'il en soit, t'as des heures raides, t'as un milliard de films avec des scènes de zinzin. Et là, le Karate Kid, j'ai trouvé que la bande-annonce... Il est pas paresseux, moi je trouve justement là-dessus. Mais Ah, je te parle pas de paresse. bah, moi je pense qu'il essaye de faire les choses bien malgré Oui, tout.
Il essaie de s'inclure À là-dedans. aucun moment je te dis qu'il est paresseux. Je te dis juste que ça n'est pas assez sublimé selon moi. Ouais. Et bah, il y a juste un point que je voulais rajouter là-dessus, justement. Les scènes de combat, l'art martial est bien plus mis en avant et bien plus sublimé que dans le film original. Mais genre de ouf. Alors, Bon, ok. après, on a des caméras bien plus légères, on a beaucoup moins de contraintes de tournage. Là, bah, le gamin, c'est vraiment un putain de champion d'arts martiaux. Alors que dans l'original, Ralph, Daniel Larousseau, Ralph Macchi, il a appris le karaté 2 semaines avant le début du tournage. Ouais, tu vois, ouais, donc, ouais. et le premier rend pas honneur au karaté. C'est juste des mecs qui sont là. D'ailleurs, pourquoi Ralph Macchio et Jackie Chan reviennent dans leur personnage, c'est pour qu'ils apprennent, parce que c'est 2 branches, un seul tronc, Oui, donc c'est ça, un ouais. tronc, 2 branches, et donc ils justifient Jackie Chan en disant oui bon ok le Karate Kid de 2010 c'était pas du karaté mais bon. Voilà les gars, On a trouvé une explication. venez on fait les deux. Et au début, il y a la scène d'intro, c'est tout un flashback et je sais pas trop comment ils ont fait. Ils ont dû utiliser des rushs des précédents films ou je sais pas quoi parce qu'on voit Monsieur Miyagi. Oui. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est pas du tout un mauvais film. Je trouve que malheureusement, j'aurais aimé voir plus de combats et surtout plus de tournois pour avoir un peu plus d'intensité et d'impact émotionnel. Maintenant, c'est fait comme ça. C'est pas déconnant non plus. Ils arrivent à s'attarder sur les personnages et leurs relations. Moi, j'ai passé un bon moment et je trouve le film plutôt sympa. On est clairement pas sur un chef-d'œuvre. De toute façon, est-ce qu'il y a un seul chef-d'œuvre dans la saga Karate Kid? Je suis pas sûr. Est-ce que quelqu'un s'attendait à un chef-d'œuvre? Non, mais Faut savoir je crois aussi- que ça dépasse mes attentes, tu vois. Pour le coup, Ouais. je m'attendais à... on avait de grandes chances que ce soit un bon gros navet, et je pense qu'on est juste sur un film pour enfants qui essaye de faire les choses bien et qui a quand même 2-3 idées tout à fait Mais sympathiques. moi, à je me l'intérieur. suis fait avoir par la bande-annonce. Parce que Ah, je j'ai pas n'entendais vu. rien de ce Karate Kid Legend. Et je suis tombé au ciné sur la bande-annonce et j'ai dit, mais il y a de la bagarre. Ouais. Bah, il y en a. Bah, oui, il y a de la bagarre. Oui, il y a de la bagarre. Mais voilà. Dernier truc que je voulais ajouter, le caméo final. Donc, il y a un petit caméo à la fin. Il joue extrêmement mal. Il joue tellement mal. Il a une réplique, hein, mais il joue tellement mal que la performance, ils ont fait des jump cuts entre les répliques de sa performance parce que Ah. c'est un seul plan sur lui qui est cadré. Il fait une espèce de blague. Et en fait, son tempo comique et son jeu Ne fonctionne pas. a l'air tellement. Enfin, ça devait être tellement mauvais qu'il y a des jump cuts entre ces phrases. Donc, jump cut, ils ont juste coupé un petit bout. Ils ont raccordé. Et c'est le même plan. Mais sur le même plan. Donc, voilà. C'est un Chaud. peu du cache-misère. Donc s'il revient dans la suite, va falloir trouver un coach, quoi. Nicolas, Qu'est-ce qu'on a appris de ce Karate Kid? C'est ça que tu qu'est-ce qu'on a appris? Vas-y, qu'est-ce qu'on a appris de ce Karate Kid? Qu'est-ce qu'on retient Que si jamais t'as un problème à l'école, tu lui dégommes sa gueule, ok? Ou si t'es pas d'accord, tu le retrouves en tournoi et tu lui dégommes sa gueule. La violence est la solution. La violence est la solution, mais avec respect. Ouais. C'est l'été des films d'horreur. C'est la 8e fois qu'on le C'est la répète tout au long 8e fois de qu'on le ces répète. émissions. Mais pour l'instant, que de surprises, que de bonnes surprises. Peut-être certains moins que d'autres, mais pas forcément de mauvais films d'horreur à l'horizon. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Attendez la semaine prochaine. Je vous tease gentiment la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va s'amuser. Ça va être Ouais. pépite. Et on va parler de Together de Michael Shanks. Nous passons notre vie à chercher notre moitié. Si vous pensez l'avoir trouvée, n'y renoncez pas trop vite. Je crois qu'il nous arrive un truc chelou. Chérie, écoute-moi. Il faut qu'on se tire d'ici. Alors, c'est quoi Together? Bah après, moi, j'en sais rien, je l'ai pas vu. Ah, et est-ce qu'on restituerait pas un petit peu le pourquoi du comment? Oui, on pourrait restituer le Mais non, on pourquoi va du pas le comment. faire, on va pas le faire. T'as malheureusement pas pu voir le film. Personnellement, je l'ai vu. Je vais être un petit peu tout seul. Ça va pas être simple parce que je peux pas spoiler Mhm. et que en fait la plus grosse critique que j'ai à faire, elle est un petit peu dans le spoil. Mais Ah ouais. donc ça va être une critique un petit peu compliquée, mais tu es là pour me guider et me poser des questions au besoin. Tu connais un petit peu l'histoire autour du film Together? Parlement. Bah, c'est un film indé, hein. Là c'est vraiment un petit film indé qui a été diffusé à Sundance, en compétition officielle à Sundance. Ouais. Plus grand festival de cinéma indépendant au monde, avec South by Southwest, toujours aux États-Unis. On parle souvent de ces festivals parce que
ces dernières semaines, on Ça a a vu fait beaucoup de films découvrir issus, des ouais. sacrées pépites. Ouais, et vraiment, c'est des institutions. J'aimerais bien aller à Sundance une fois. Ouais. Et je crois que c'est extrêmement cher. Bah, déjà, t'as le billet d'avion et il faut s'accréditer et tout. J'aimerais Faut trouver un hôtel. bien aller à Roubaix. Bah, ça, on peut le faire demain si tu veux. C'est vrai. Vraiment, si tu tiens. Bon anniversaire. Tiens, Tom, voilà, c'est ton Disneyland, visiblement. Les fameux craquettes de Roubaix. Et donc, ce film-là, il est diffusé à Sundance. Il se fait racheter. Alors, il y a plein de distributeurs qui veulent racheter le film. Dans mes souvenirs, il y a Apple TV, Netflix, Amazon, A24, je crois. Et c'est Neon qui gagne la guerre d'enchères autour du film. Neon, on les connaît. Ils se sont positionnés, pour la faire simple, comme une alternative à A24, à A24. Oui. Récemment- Dans l'esthétique, on s'en rapproche aussi. Faut savoir qu'ils ont eu 3 palmes d'or d'affilée. Ils ont du flair quand même, hein. Ils sont bien chauds. C'était Anatomie d'une chute, le dernier Sean Baker, Anora, et celui d'avant c'était quoi? À l'aide? Le film à l'aide Non, oui. de Giovanni Bacchetti. Oui, qui avait eu la palme d'or à Cannes en quelle année? 2023 du coup. Ouais, 2023, exactement celui-là. Giovanni Bacchetti, très réputé pour Ouais. ses films plus que sulfureux. Oui, mais dis-nous en plus. Prends-moi donc par là, voir si j'y suis. Ouais, de 1961. qui Alors, est- ça, c'est son premier, ouais. Ouais, C'était c'était il y a super longtemps et ça révolutionne un petit peu le cinéma hongkongais. hongkongais. Parce qu'il est hongkongais, Giovanni. Alors, il est italiano, Ouais. beaucoup de choses. Il est italien, Ouais. suédo. Mais il a fait ses études à Hong Kong. C'est là qu'il a. Oui. À la base, il se prédestinait pas du tout au cinéma. Il se prédestinait Ah à. non. Lui, il était boucher de base, de formation uniquement. Rien à voir. Mais l'art de la boucherie, ça lui a créé toute une vision du monde qu'il a voulu retranscrire au cinéma. Une émulsion, en tout cas, qu'il voulait partager. C'était quoi déjà le film qu'il a découvert au cinéma qui lui a donné sa passion du cinéma? Un jambon Je sais pas. C'était ça. C'est le nom du film, oui. Ah oui, ok, De d'accord. Alberto Gufano. Ouais, il voit ça au cinéma, il se dit mais attends, mais on peut faire des trucs de ouf. Et derrière, il gagne la Palme d'Or en 2023. quoi. C'est ça. Mais son film le plus réputé, c'est son documentaire de, alors, gros morceau, 5h30, Ouais. sur la découpe du jambon de Parme, qui, mine de rien, raconte beaucoup plus de choses. On va aller dans des histoires de mafia, de J'ai drogue. trop envie de voir ça. Mais qui commence sur un simple docu sur le jambon de Parme. Genre, ça devient une enquête criminelle. Puis on va rentrer dans toute l'industrie hollywoodienne. C'est Le trafic de jambon de Parme. et d'ailleurs la à fin Hollywood. du film finit sur les affaires de P Diddy. Ouais. Donc, Je crois que c'est l'émission la plus en roue libre. Together de Michael Shanks est donc racheté par Neon, comme je l'ai dit, qui sont la nouvelle alternative à A24. Hein. Ils veulent vraiment se positionner sur cinéma d'horreur, cinéma d'auteur, pardon, un peu indé, mais souvent cinéma d'horreur aussi. Dans le film, on retrouve Dave Franco et Alison Brie qui sont en Producteurs. couple, qui sont producteurs et qui sont en couple dans la vraie vie, donc ils vont jouer un couple dans ce film, un couple qui vont s'entremêler, si j'ai bien compris, parce que j'ai toujours pas vu le film. Je sais pas si je peux le dire. Ça. Bah, je crois que c'est vraiment sur l'affiche, quoi. Ils vont s'entremêler. Ils vont un peu s'entremêler. Et il y a eu un petit scandale autour de la sortie de Together. Pourquoi, Tom? Parce que il y a le milieu puritain qui a Non, commencé à ouvrir ça. c'est pas ça. Parce que Dave Franco est frère de James Franco. Qui est... Non, c'est pas ça. Ok. Parce que... Et alors là, attention. Le film... Ah, il a partagé. Non. Ah. Non, les critiques sont assez positives en règle générale autour de Oui, Together. c'est vrai. Dernière proposition avant que je spoil. Enfin, je Hmm, spoil pas le film, je spoil la raison pour laquelle il y a eu un scandale. Il y a une scène Ouais. un petit peu Uh-huh. dérangeante Ouais. qui a réveillé chez certaines personnes Uh-huh. des envies Ouais. de meurtre. Non, pas du tout. Ah ouais, non. mais- Il y a eu une accusation de plagiat autour du film. Non. En mai, je me souviens, ça avait fait un peu de bruit sur Twitter. Neon avait fait un communiqué officiel de la part Ah du oui. réalisateur et tout. En gros, c'est le réalisateur Patrick Henry Pellan qui a écrit un film qui s'appelle Better Half et il dit que le script serait passé sur le bureau de Alison Brie et de Dave Franco, qu'ils auraient lu et qui auraient refusé le projet. Et en fait, le film est sorti. Better Half est sorti. Il a fait quelques festivals et tout. Ça raconterait une histoire assez similaire. Le pitch de Better Half, c'est un couple qui se rencontre, ils font du sexe pour la première fois, et sauf que leur corps commence à se mélanger.
Et voilà, et il dit que c'est un plagiat. Sauf que le réalisateur Michael Shanks se défend dans le communiqué de Neon en disant que non, c'est une histoire qu'il mature depuis des années. Il a même déposé le script, attends, j'ai pas envie de te dire de bêtises, en 2019. Voilà, donc il avait enregistré le script en 2019, donc ça commence à faire un bail. Alors, c'est toujours bien. Si vous écrivez des scénarios, vrai conseil, il y a des trucs tout simples. Vous pouvez le déposer, effectivement. Il y a Tu des peux te l'envoyer à organismes. toi-même. Et justement, il y a des organismes qui existent où vous pouvez déposer vos scénarios. Mais tu peux t'envoyer ton scénario à toi-même. Et une fois qu'il est scellé avec. Recommandé, recommandé, avec le tampon et tout machin, vous le foutez dans une armoire où vous êtes sûr. Et ça fait preuve. Sachez-le, ça fait preuve. Ça fait preuve. Après, c'est vrai ce que tu dis. Le problème, c'est que en droit français, prouver la contrefaçon, c'est très difficile. C'est toujours, voilà, il y a beaucoup de procès pour plagiat. Enfin, pour plagiat, c'est le mot grossier, mais pour contrefaçon qui sont faits en France. J'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Qui aurait plagié un film. Quel réalisateur français a une réputation de plagier des films Je sais pas. Dont on aurait parlé une ou deux émissions de ça. J'ai plus là. J'ai plus. Donc, qu'est-ce que je disais moi avec toutes ces conneries Oui, c'est assez dur à prouver la contrefaçon. Et donc, il s'est exprimé en disant que non, le scénario était très inspiré de lui, de son histoire avec sa femme en fait, et que voilà, c'était pas un plagiat d'un autre gars. Il a pas eu une vie facile avec sa femme alors. Ouais, bah écoute, tu vas nous en dire des nouvelles. Qu'est-ce que t'as pensé de ce Together de Michael Shanks ? Eh ben écoute, on va faire dans la grande critique. C'était pas mal. Non, en vrai, dans l'ensemble, le film a des qualités. Notamment... Mais aussi des défauts. Non, il y a les très grosses qualités, c'est notamment la dynamique entre les personnages, donc Alison Brie et Dave Franco. Surprise, ils sont ensemble, il y a une putain d'alchimie entre les deux, ça fonctionne très bien. En plus, j'imagine que s'ils se sont dit qu'ils avaient envie de jouer ce rôle-là, ils ont tout donné, quoi. Parce qu'ils sont prod, ils auraient pu juste produire et trouver un autre casting. Complètement. Pour rappeler de quoi le film parle, on est sur un couple qui décide de déménager très loin insérer une grande ville, une métropole américaine, ça doit être New York, et qui vont s'exiler dans la campagne. Alors qu'ils font une petite randonnée, ils tombent dans une grotte un petit peu chelou où ils vont boire de l'eau. Et ça va provoquer chez eux des choses assez bizarres, notamment chez un des deux personnages. Le sujet traite de codépendance. Donc, à travers toute l'esthétique et l'horreur, ça traite de codépendance. C'est un sujet assez intéressant, surtout couplé à ce genre-là, qui est plutôt bien exploité. Il y a plein d'idées de mise en scène assez intéressantes. Le film passe relativement rapidement. Le rythme se tient bien. Les scènes de tension et d'horreur fonctionnent très bien. Et d'ailleurs, tout le film va t'emporter au fil de sa narration. Ça va vraiment être, désolé, j'ai déjà dit le mot, mais crescendo. C'est-à-dire que on va passer d'une horreur à une horreur supplémentaire et ça va toujours aller plus loin, plus haut, jusqu'à un grand final encore plus terrifiant. J'imagine qu'on a pas mal de body horror là-dedans. De Dieu qu'il y en a. Il y a de l'effet prosthétique aussi. Ouais, il y a du VFX. J'ai vu notamment, il y a un zizi. Oui, bon, c'est pas le truc le plus horrifique du film. Non, mais j'ai vu qu'il y avait toute une prothèse qui avait été faite pour créer un truc avec un zizi et une zézette. Est-ce que J'ai 8 ans d'âge mental. Est-ce que je peux dire au moins quel est le problème ? Est-ce que c'est du spoil ou pas ? Je sais pas. Bah, tu peux nous expliquer en quoi tu te poses des questions sur la fin du film, mais sans trop spoiler ? Bah, je peux pas. D'accord, ok. Non, en gros, il va y avoir un problème chez le personnage de Dave Franco. Alors, juste, si vous voulez vraiment rien savoir, avancez de 2 minutes. 2 minutes. À chaque fois qu'il va commencer à toucher sa dulcinée, leurs peaux vont commencer à se mélanger. Et donc, ça va causer de très sérieux problèmes. Ça, et puis dès qu'ils sont séparés, il y a des très grosses crises qui se passent. Et ça, il y a plein d'autres péripéties qui vont se produire durant cette histoire. Les scènes d'horreur sont hyper prenantes, sont hyper tendues. Les FX et les effets prosthétiques sont hyper ingénieux. Il y a des trucs vraiment cool que t'as pas forcément l'habitude de voir. Ça sert définitivement le propos du film tout en contribuant à son atmosphère. Et ça, c'est hyper cool. Parce que ils ont une idée visuelle. Et l'idée, je sais pas si l'idée du scénario ou l'idée visuelle est venue avant, mais les deux se couplent à merveille. Et du coup, c'est hyper fonctionnel. Je veux dire, ça raconte quelque chose sur la forme
comme sur le fond. Je vais m'arrêter là pour la critique parce que en fait c'est un film qu'il faut découvrir, je pense, pour avoir un avis et je vais spoiler si je continue là-dedans. Ok. Malgré tout, pour ceux qui ont vu le film, qui vont voir le film, d'ailleurs, si vous avez vu le film ou si vous allez voir le film et que vous tombez sur l'émission, n'hésitez pas à partager votre avis sur Instagram ou dans les commentaires directement. Il y a des commentaires sur Spotify et sur YouTube. Donc voilà, si vous Sur voulez nous YouTube. partager votre avis, c'est avec plaisir. Quoi qu'il en soit, malgré tout, moi je suis pas particulièrement fan de la fin. Et quand je parle de la fin, je parle des 3 dernières minutes du film. Est-ce que ce serait pas un problème un peu similaire que comme le problème que j'ai eu avec Bringer Back, où moi je trouvais que le film Si. parlait d'une thématique qui n'était pas la thématique du deuil, qui était vraiment la thématique qui était mise en avant. Et je pense que le film parlait d'autres choses, qu'il utilisait le deuil pour parler d'autres choses, et que la fin contredisait un petit peu ce que je pensais de En fait, ce c'est thème-là. presque ça. En fait, c'est presque ça, parce que ça, on reste dans le sujet de la codépendance et la fin ne contredit pas, mais ne part pas à l'opposé de ce que le film veut raconter profondément. Mais moi, sur la finalité, je pense être en désaccord avec avec le message définitif du film. Et là, ça me pose un petit problème. Soit j'ai une mauvaise lecture, ce qui est aussi fort possible. Souvent, tu sais, tu sors de la Projo Presse à 9h du matin, t'es là, tu sors du film, tu T'es dis, encore Waouh. bourré de la veille. T'es là, t'es à ton 8e cubé de rouge, tu as rien compris. J'ai dormi 40 minutes sur les 2 heures. C'était pas possible. Non, mais soit j'ai mal compris quelque chose du film, ce qui est possible. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas en commentaire à me dire tu es un gros con, Tom. Mais avec politesse, avec Cordialement. politesse, cordialement. Mais c'est comme si, tu vois, t'apprends une leçon de vie Mhm. et que t'as la leçon qui est juste à côté de toi. T'as juste à l'apprendre et tu dis non. Mais peut-être que c'est. Encore une fois, j'ai pas vu le film, mais peut-être que c'est aussi les personnages qui disent non, on veut pas apprendre cette leçon et on refuse la leçon. Et En fait, pourquoi pas Ils refusent ou pas la leçon. Le problème n'est pas là, c'est que la finalité de leur choix, quel qu'il soit, Ouais. pas spoiler, de la fin te donne la résolution de leur choix. Ok. Et la résolution de leur choix, je suis pas d'accord avec ça. Parce que tout le film tend à te dire, la codépendance, ça peut être dangereux aussi, sur bien des aspects et tout ça. Et c'est très bien d'avoir ce message-là. Mais le dernier plan du film, tu dis, vas-y, t'es pas d'accord quand même avec ça? Ah, je suis un peu dégoûté de l'avoir loupé. J'aimerais bien me faire mon propre avis. Et le film m'intrigue pas mal quand même. Non, il y a des vraies grosses qualités. C'est pas mon film d'horreur de l'été. Je crois que pour l'instant, ça reste Bringer toujours Bringer Back. Mais il y a énormément de choses intéressantes. Comme je le disais, dans la mise en scène ou même scénaristiquement, il y a des idées très chouettes. Les 2 comédiens sont formidables. La résolution du mystère, parce qu'il y a aussi un petit mystère sur plusieurs petits points, Mhm. marche très bien. Enfin, t'es pas déçu de... Toi, vraiment, ce qui t'a posé t'es problème, pas c'est déçu. ces 3 dernières minutes. Ouais, un peu. Et ça t'a un peu gâché le Mais reste. parce du qu'en film. fait, je pense comprendre le message du film. Et ce dernier plan, comme toi pour Bringer Back, te laisse un peu sur ta faim et sur une réflexion où tu sais plus trop où foutre le cul. Est-ce que j'ai pas compris? Est-ce que j'ai une lecture différente? Ou alors le film se plante sur ce qu'il veut raconter? Franchement, Tom, moi je pense. C'est une bonne pub pour le film. Mais Allez regarder le exactement ce que j'allais dire. Franchement, Tom, t'es pas mal parce que t'as réussi à ne pas spoiler. On a juste raconté le concept du film, mais ça, c'est dans les bandes annonces, c'est même sur l'affiche. Ouais. Enfin voilà. C'est super intriguant, ça donne grave envie de découvrir c'est quoi la fin du coup, c'est quoi la résolution de tous les mystères. Et tout. Juste pour terminer, le body horror est mortel dedans. Il y a des scènes hyper inventives et où t'es là, tu dis non, ils vont pas le faire. Tu sais, à ce fameux moment en tant que spectateur où Ouais. tu dis oh, ils vont pas le faire quand même. Alors Il se produit des visuellement et dans le concept de décor qui se mélange, il y a un film qui est assez connu de Brian Yuzna qui est Society, qui est un film qui va super loin, qui est complètement ouf, qui est hyper gore et tout, et que je te recommande. Il faudrait limite qu'on fasse un hors-série dessus. Ouais, quoi. ouais. Et d'ailleurs, en parlant des hors-séries, J'en ai fait un. Ah oui, déjà, on vous recommande d'aller écouter l'épisode de Tom et de Le Trooper sur Doctor Who. Sur Doctor Who, sur pourquoi c'est une série qui divise, et puis même on revient sur toute l'histoire depuis 1963 de Doctor Who. Il y a énormément de choses que je pense être hyper intéressantes, que vous connaissiez ou non la série. Oui. Le podcast s'adresse à absolument tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Pour preuve, Nicolas a écouté et t'as J'étais pas été perdu, paumé. pas T'as perdu, été paumé. et j'ai même été très intéressé par ce que vous racontiez, Alors que tu n'aimes pas. alors que j'en ai rien à foutre. Alors que t'en as rien à foutre. Donc, je disais, en parlant de hors-série, avant qu'on conclue sur Together, je vous recommande de peut-être aller faire un tour sur notre Instagram, Caméflex Live, de vous abonner, puisque
peut-être que vous aurez le choix d'un sujet. Un sujet du prochain hors-série. Peut-être qu'on va vous laisser un choix. Sans teaser des masses, on a prévu plusieurs hors-séries qui tomberont les prochains mois. On a des sujets qui sont mortels. On va avoir des invités absolument géniaux qui vont venir. Donc les hors-séries, c'est vraiment... ça sort quand ça sort. N'ayez pas d'attente particulière. Nous, on va essayer d'être un petit peu régulier dans les hors-séries, mais on veut pas se mettre de pression là-dessus. Ouais, exactement. Et pour celui qui sort à la fin du mois, on va pouvoir peut-être vous faire voter sur le sujet dans quelques jours. Donc, je vous recommande d'aller faire un tour sur notre compte Instagram et de vous abonner pour pas louper ça. C'est deux sujets qui nous tiennent à cœur. Kameflex Live sur Insta. Qu'est-ce que t'as appris de Together? Faut pas mettre son zizi n'importe où. C'est la pire émission. Ok. Non, mais si ton zizi est coincé, vas-y doucement, quoi. C'est ça qu'on va garder. Parce que le zizi est pas n'importe où, mais attention au zizi. Toujours. Écoutez, la semaine dernière, on a fait l'émission la plus longue cette année. Cette semaine, c'est l'émission la plus en roue libre. Mais ça apporte... Vous nous découvrez un peu plus. Attention aux zizi. Et donc, le prochain film... Le nouveau son de Francky Vincent. Oh putain. Donc, le prochain film de cette émission n'est autre que... Vu qu'on était dans le potage, Tom, autant y rester, hein. Mais on est à fond. On va parler donc de Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Reboot de la saga qui... Vous allez le voir, a mis pas mal de temps à se faire. C'est pas un projet qui a été bâclé et fait à la va-vite. Y a-t-il un flic pour sauver le monde, donc avec Liam Neeson et réalisé par Akiva Schaffer. Quand on tue un homme pour se venger, on ne revient plus en arrière. Ça colle à la peau, pour la vie. Cette voix dans la tête qui n'arrête pas de répéter. Purée, c'était trop bien. Si tu savais à quel point je suis content de parler de ce film. Ouais, mais moi aussi en fait. Une semaine avant d'aller voir le film, je me suis retrouvé avec le dos bloqué un week-end. Toi, tu t'es pété la gueule en vélo. Moi, je me suis cassé le coude. Mon coude est toujours cassé. Hein. J'utilise mon bras, mais mon coude est toujours cassé. Je vous le confirme. Et alors que j'étais dans une souffrance terrible, que toi aussi, qu'on était loin l'un de l'autre, qu'on pleurait toutes les larmes de notre corps, je me suis fait une soirée où je me suis maté bon nombre de films. Et notamment, je me suis rematé Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Ouais. Alors, je connaissais Airplane que j'avais vu, et je me souviens, il y a bien longtemps, être tombé par le plus grand des hasards un jour sur 20 minutes de Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Et j'étais ado, le début d'adolescence, et je suis tombé devant ce truc-là, et j'étais fasciné par ce que j'étais en train d'observer. Le nombre de gags, la créativité des gags. Ouais, mais c'est surtout bien plus tard que je me suis rendu compte à quel point ces 20-30 minutes que j'avais vues m'avaient influencé. Il m'a fallu vachement de temps pour me rendre compte que si ça a eu une influence sur moi et sur mon rapport à l'humour. Donc du coup, je mate Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Et je retombe en amour du film pour sa créativité, sa liberté artistique et sa liberté tout court sur les gags, sur l'écriture. C'est absolument génial. Il y a un truc qui est... Et tu vas me dire si tu es en désaccord avec moi, qu'on chérit... Ce que tu préfères dedans, c'est le petit rôle d'O.J. Simpson, qui est une idole personnelle. Non, c'est pas ça? Non, pas tant. Non, mais il y a des gags absolument mortels. Mais le truc, c'est que toi comme moi, on aime bien quand il y a une blague et on va voir comment on peut l'exploiter. La travailler. Et la travailler à son plus haut potentiel. Ce que fait, à mon humble avis, ce que fait... On se contente rarement dans ces films-là de juste sortir une idée, une blague. Oh, c'est marrant, on la met dans le film. C'est plus... Ok, ça c'est marrant, comment on le rend encore plus marrant? C'est ça. Nous, c'est ça qui nous fait... qui nous séduit, qui nous fait rire. Ces films-là, d'abord, Y a-t-il un pilote dans l'avion, puis la série Police Squad, et ensuite l'adaptation des 5 épisodes de la série Police Squad au cinéma avec la série des Naked Gun, donc Y a-t-il un flic, des 3 films, c'est les As qui sont derrière. Zucker, Abraham, Zucker, qui sont donc un trio de réalisateurs, scénaristes, comiques, qui ont influencé beaucoup de monde. Dans la comédie américaine, évidemment, mais ça va jusqu'en France, avec, évidemment, Les Nuls, Alain Chabat, et La Cité de la Peur. La Cité de la Peur qui est littéralement un film des As fait en France avec le même humour, la même réflexion autour des gags. Hein. Je dis pas que c'est du plagiat, c'est pas juste ce que je dis. Je dis juste que voilà, il y a une influence des As qui est monumentale, qui est immense. Moi, c'est des films d'enfance. Sur l'absurde, sur le nombre de gags, sur la manière dont on construit les blagues, sur comment on peut utiliser tout dans le cadre pour faire rire. En fait, le décor, les accessoires, le premier plan, l'arrière-plan, les dialogues, tout peut être drôle. Mais le scénario
donc dans La Cité de la Peur comme dans Naked Gun, Et tu est as un prétexte, ouais. et un prétexte à pouvoir mettre le plus de vannes possible. Moi, c'est des films d'enfance. Hein. Je les ai tous vus et revus quand j'étais gamin. Là, je me suis rematé le premier pour me remettre en jambes avant le reboot. Quel plaisir, quel bonheur. C'est drôle à crever, quoi. C'est trop bien, c'est trop marrant. C'est drôle dans les dialogues, c'est drôle dans... Comme je disais, c'est drôle partout, en fait. C'est drôle dans le décor, dans l'avant-plan, dans l'arrière-plan. C'est drôle dans les accessoires. C'est un chef-d'œuvre de comédie. Franchement, ouais. Et tout leur cinéma va être comme ça, jusqu'à ce qu'ils se mettent à faire des films d'extrême droite raciste. Oui, bon bah voilà, quoi. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Si je ne m'abuse, alors déjà je vous conseille la vidéo d'Ace Modet sur les parodies de merde qui rentre bien plus en détail sur le sujet, mais si je ne m'abuse, il y a les deux frères Zucker, je crois. Ouais. Mais faut pas me citer là-dessus. Hein. Mais les deux frères Zucker, ils ont vrillé un peu full réactionnaire. Et leur dernier film s'appelle American Carol. Et c'est un truc qui va parler de Ben Laden, du 11 septembre, de George Bush et tout. Et genre, c'est en mode, trop drôle, ces Arabes, ils sont nuls. C'est vraiment ça le film. Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Et ça, je l'ai pas vu. Je me suis évité ça. Mais j'ai vu tous leurs autres films, même Top Secret, hein, qui a souvent été oublié, mais qui, depuis une bonne petite quinzaine d'années, est souvent remis au goût du jour. Tout le monde dit, n'oubliez pas Top Secret, n'oubliez pas Top Secret. Effectivement, il y a des vannes incroyables dans Top Secret, avec Val Kilmer dans le rôle principal. Film qui a fait un gros four à sa sortie. Voilà, moi, je suis chaud, je suis ouvert à l'idée d'un reboot de cette saga, de cette licence. Je suis surtout ouvert à l'idée d'un retour de cet humour-là. Parce que ça fait plusieurs années ça fait même plusieurs décennies, oserais-je utiliser le terme décennie, utiliser qu'on n'a pas de comédie qui joue assez sur le visuel. C'est pour ça que quand je suis allé voir certains Lem Chauve il y a quelques semaines, bah moi j'ai été le dernier à cracher sur le film. Alors oui, c'est pas un chef-d'œuvre, oui, c'est pas génial, mais au moins on est dans un tout petit peu plus. On n'est pas du tout au niveau des as. Non, mais je suis content dès que la comédie au cinéma fait un peu plus que du dialogue rigolo. Dès que ça dépasse un petit peu et que ça se prend un peu plus la tête pour faire rire avec tous les outils que le cinéma met à disposition, je suis client et je me dis, il faut plus de ça. Petite propale, tant qu'on est là, réalisateur anglais que je chéris de tout mon petit cœur, qui est Blake Edwards, qui joue vachement avec ça. C'est celui qui a réalisé Les Panthères Roses. C'est le mec qui a fait The Party. Un mec qui a fait Victor Victoria. Tous ces films-là, mais je vous les conseille très fortement. Ça reste aussi dans l'absurde sur bien des aspects. C'est à crever de rire. Ça se rapproche de temps en temps. Y a-t-il un flic? Ouais, et puis il y a une filiation à faire entre Peter Sellers et Leslie Nielsen qui tenait les rôles titres des trois Y a-t-il un flic. C'est des clowns, c'est des personnages qui déambulent dans un environnement en faisant des gaffes. Une gestuelle. Et d'ailleurs, la gestuelle, on en parlera après sur est-ce que Liam Neeson arrive aussi à jouer de la gestuelle. Toi et moi, on a un peu cette envie de ce retour de cette comédie-là dans le cinéma populaire. Et en fait, c'est aussi l'envie de Seth MacFarlane depuis un paquet d'années. Seth MacFarlane, on resitue. Qui est un héritier quand qui même. Est vraiment un héritier de ça. Créateur de Family Guy, American Dad et Cleveland Show et tous les spin-offs, etc. Ted au cinéma, première incursion sur le grand écran. À la base, Ted devait être une série d'animation. Il avait aussi fait Albert à l'Ouest. Justement, juste après Ted, avant de réaliser Ted 2, il se dit ok, j'ai le vent en poupe, les studios aussi, et donc il lui file un budget et beaucoup d'acteurs connus pour faire A Million Ways to Die in the West, Albert à l'Ouest, qui est un four, un désastre. Oui, ça arrive. C'est un pur désastre. Le film a été pas mal conspué. Et moi, alors, peut-être que j'en ai un mauvais souvenir et que si je le rematais, je ferais ça, c'est pas terrible. Mais mon souvenir, c'est que justement, ça se rapprochait beaucoup de l'humour des As. On est sur un gag toutes les 3 secondes, on est que sur des gags complètement cons, absurdes et voilà, qui jouent sur le décor et sur des trucs incongrus, sur le dialogue, sur absolument tous les niveaux. Après, qui rappelait vraiment beaucoup ce cinéma-là. Il faut jamais omettre quelque chose de très important, en plus dans la comédie, c'est le tempo et le rythme. Tu peux avoir une écriture très similaire. Si le rythme ou le tempo n'est pas bon, t'es foutu. Et c'est pas fonctionnel. C'est vrai. Mais après, pour le coup, le Seth MacFarlane, il maîtrise normalement à peu près ça. Ensuite, il fait Ted 2 et tout. Mais pendant le tournage de A Million Ways to Die in the West, il va se dire, mais
Liam Neeson, là, que j'ai casté en rôle principal, Ouais. il a un potentiel comique de fou furieux. Et il me fait beaucoup penser à Frank Drebin dans la saga des Naked Gun. Et l'idée va commencer à germer dans la tête de Seth MacFarlane de est-ce qu'on pourrait pas rebooter cette franchise et ramener cet humour-là sur le devant de la scène. Avec un Liam Neeson qui est dans l'idée pas du tout un mauvais choix parce que s'il doit jouer un flic, lui, ça fait quand même quelques années, Liam Neeson, qu'il a un rôle type qui lui colle à la peau. Ah, il a vraiment un rôle type, ouais. Il a vraiment un rôle type qui lui colle à la peau et de pouvoir jouer aussi avec l'attente des spectateurs par rapport à ça. Moi, je trouve que de base, c'est pas du tout une idée conne. Et pour faire comme une mini séquence test, il va faire une blague dans Ted, dans Ted 2, où Liam Neeson va passer au comptoir, faire un caméo au comptoir de Ted dans le supermarché, et il va reprendre un peu son rôle de Taken, quoi, ou son Avec rôle les céréales, avec les céréales, exactement. Donc déjà, tu sens qu'il y a une envie de mettre en scène Liam Neeson dans de la comédie, ce qui est en vrai pas évident, en tout cas pas sur ces 20 dernières années, c'est pas une évidence quoi de mettre Liam Neeson en tête d'affiche de rôle comique. Pendant des années, ils vont se casser la tête sur comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait revivre cette franchise. Comment on ramène à la vie Naked Gun. Plusieurs versions de script qui ne sont pas très satisfaisantes. Le projet est mis de côté. Et là, il y a un type qui va arriver. Et ce type, c'est Akiva Schaffer, qui est un membre des Lonely Island. Les Lonely Island, tu sais, c'est toute la bande de Andy Samberg. Bah oui. Et ensemble, avec Akiva Schaffer, ils vont écrire plusieurs sketchs. Ils vont écrire aussi pour le SNL. Et il va surtout réaliser pas mal de films avec la team des Lonely Island. Hot Rod, Popstar, Never Stop Stopping. Je sais pas si tu l'as vu celui-ci. En fait, j'ai hâte de le voir. C'est un des drôle. rares qui me manque. Et je chéris Andy Samberg et qui me fait crever de rire. C'était très marrant. Et il avait aussi réalisé The Watch, donc voisin du troisième type. Et ça, je crois que c'était pas bien. Ça. Ah, mais t'as des loupés, ça existe. Dans mes souvenirs, c'était pas bien du tout. Et il va réaliser aussi Chip and Dale, donc Tic et Tac, dont on parlait il y a 3 émissions, le film qui est sorti sur Disney+, qui est pas un ratage complet, mais qui est pas non plus un très bon film. Il y a des choses qui fonctionnent et qui me font rire dans le film. Globalement, je trouve pas ça terrible. Mais bref. Ce type-là, il arrive et avec sa team de scénaristes, ils vont essayer de mettre en place une façon de ramener à la vie cette licence. Ils vont faire plein de versions de script, ils vont voir qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui peut fonctionner. Liam Neeson est chaud pour reprendre le rôle de Frank Drebin Jr. Et ils vont craquer le code. Akiva Schaffer et sa team, ils vont se dire ok, je crois qu'on a trouvé la formule, le bon dosage, le bon dosage de gags, de gags visuels, de blagues dans les dialogues. Je crois qu'on a trouvé une formule qui fonctionne à peu près. Juste pour se répéter, mais on se retrouve avec Seth MacFarlane qui produit. Ouais. On se retrouve avec, comme tu dis, le réalisateur qui est pas du tout inconnu à la comédie. Ouais. Et un Liam Neeson qui est un rôle assez parfait parce qu'il a su démontrer sa palette d'acteurs, que ce soit dans l'action comme dans la comédie. Donc, tous les ingrédients pour faire une bonne soupe, quoi. Tous les ingrédients sont là. Et en plus, toutes les personnes impliquées sur le projet savent ce qu'il faut faire. Ouais. Il faut pas faire une comédie de merde qui va juste reprendre le même titre que les films originaux. Il faut pas qu'on pose juste un logo et qu'on appelle ça reboot. Non, il faut qu'on reprenne l'âme, l'essence. Donc, il va y avoir plein de versions de script. Ils vont travailler leurs gags. Il y a, je pense qu'il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de versions de script. Et ils se sont dit, et justement, il y a dans le dossier de presse, ils expliquent que Akiva Schaffer et sa team, ils se sont dit, ok, comment on peut travailler telle ou telle blague, et ils ont élaboré des centaines et des centaines et des centaines de blagues, et il y en a plein qui étaient juste pas assez drôles. Il s'est dit, il faut pas que ce soit juste drôle, il faut que ce soit hilarant, il faut que chaque blague soit hilarante. Et donc, ils font leur film, et qu'est-ce qu'on en a pensé, Tom ? Je trouve le film absolument génial. C'est brillant de comédie sur énormément d'aspects. Ça explore tous les styles de comédie possible. Le scénario est encore une fois un prétexte. Ouais, et ça commence dès le début avec une machine qui s'appelle Plot Device. Donc, comment on pourrait traduire ça en français ? Genre un truc de scénario, si tu veux. Donc vraiment, dès le début, c'est genre, on s'en tape du script. Je suis très content de la communication autour du film qui ne spoil que les 3 premières minutes du film. Ouais, c'est vrai. Tout le reste du film, tu n'es au courant d'absolument quasiment rien du film. En tout cas, il y a vraiment 98% des gags que vous allez découvrir dans le film. Et si la bande-annonce ne vend pas forcément du rêve, je vous assure que ça ne reflète pas du tout le film. C'est hyper dynamique, hyper drôle. Ça pousse toujours le gag plus loin. Il va y avoir
tout ce qui fait la comédie, il va y avoir même des trucs sur lesquels je suis moins client, comme le comique de répétition. Bah là, ça loupe pas, ça marche, quoi. Ouais. Il y a- Surtout que dès que ça devient un peu répétitif, ils vont essayer de se renouveler avec le comique de C'est répétition. ça, il va y avoir du gag visuel, et quand ce comique de répétition est terminé, on va passer sur une autre forme de comique de répétition. Il y a du guest qui apparaît n'importe comment, mais c'est jamais juste pour faire coucou. Oui, Ou alors si et c'est- ils se reposent pas là-dessus pour faire des Et vannes. ils se hein. Il y a reposent pas. une fois ça Oui, et même là, en fait, ça a du sens parce qu'il y a un gag qui est rajouté par-dessus ça. Ouais, exactement. C'est pas juste, oh, on a mis un acteur connu, c'est trop marrant. Non, il y a plus que ça. Liam Neeson, alors, a la lourde tâche quand même de succéder à Leslie Nielsen. Et est-ce qu'il succède bien à Leslie Nielsen? Est-ce qu'il fait du Leslie Nielsen? Il ne fait pas du Leslie Nielsen. C'est compliqué de faire du Leslie Nielsen. Je trouve que Liam Neeson s'en sort admirablement bien. Surtout qu'il commence à être vieux. Il y a, au niveau de la gestuelle et des mimiques dans le faciès, dans le visage, hein, effectivement, il y a un tout petit peu moins de ça, ce qui ne l'empêche pas d'en faire, et ça marche quand même très bien. En fait, C'était- c'est son côté premier degré qui fonctionne à merveille. Et c'est pas un truc que Leslie Nielsen avait. Leslie Nielsen a quand même cet aspect premier degré, puisque à la base, c'est un comédien qui vient juste d'une formation classique. Il joue par exemple dans Planète Interdite, donc il a joué dans des films qui sont très sérieux et pas du tout des comédies. Mais il va bifurquer vers la comédie, et ensuite il va être connu quasiment exclusivement pour ça. Mais il devient quand même un peu un clown dans les films. Il va littéralement jouer dans Monsieur Magoo, qui n'a rien à voir avec les As, mais où il va reprendre ce personnage et il va pousser les potards à fond, où il va vraiment être le clown. Monsieur Magoo, c'est un dessin animé, c'est un petit clown, machin. Donc c'est un clown, Leslie Nielsen. Et Liam Neeson a pas du tout ce côté clown. Il va tout le temps être très premier degré. Mais du coup, le film est Pas d'accord. il va. Moi, je le trouve très second degré sur énormément Non, mais de points. il va juste dire toutes ses répliques sur un ton très sérieux, très grave, très neutre, et l'humour du film va être construit autour de ça. C'est-à-dire qu'ils ont pas pris, enfin, ils ont écrit pour Liam Neeson. Oui. Ça a été l'intelligence d'ailleurs Ouais. des scénaristes. Ouais. Si tu devais, si t'avais eu l'idée de caster quelqu'un qui pouvait avoir dans les mimiques, dans la gestuelle, quelque chose qui se rapprocherait de Leslie Nielsen, tu prendrais un Jim Carrey à la limite, mais qui serait Un Robin Williams. à son top. Bah, difficile, Robin, je t'avoue. Attends, quoi? Non, Liam Neeson, il le fait à sa sauce. Il ne singe pas ce que fait Non, Leslie pas du Nielsen. Ce qui est aussi une intelligence là-dedans. C'est justement, tu te serais pété les dents à faire ça et à vouloir faire tout comme et à vouloir À recoller le plus possible. reprendre un mec qui refait la même chose, ça aurait été Et terrible. d'ailleurs, un des premiers gags du film, c'est il va devant la photo de son père dans le commissariat. Parce que c'est le fils de Leslie Parce que Nielsen. c'est son fils. Et il fait je rêve d'être comme toi, de faire comme toi. Et en même temps d'être différent et de pouvoir me démarquer. Ouais, c'est très drôle. On ne spoilera pas d'autres gags du film. Non. Non. Mais il y a Peut-être un truc. une, Alors, mais il y a pas- juste un truc avec un bonhomme de neige qui, pour moi, est la blague la plus drôle du film. Je vous spoil pas le gag, hein. Mais il y a un truc avec un bonhomme de neige qui m'a fait exploser de rire dans la salle. Et il faut savoir, j'ai lu ça dans une interview de Akiva Schaffer. Ils ont failli la couper, cette scène-là, ou la raccourcir de ouf. Oh, elle est géniale. Et il y avait aussi une version de script où le truc avec le bonhomme de neige, ça revenait plus tard. À la fin, Ah ouais. finalement, c'est pas le cas. La vanne sur le bonhomme de neige, elle est hilarante. Et comme on dit, bah là, elle est poussée, Ouais. réfléchie. Et ça va tellement loin que. Parce en que fait, au à un début, tu te moment- dis, ah, c'est marrant et tout. Et après, tu fais, mais c'est hilarant. et arrive à la moitié de la séquence avec le bonhomme de neige, un truc où tu dis. Bref. C'est brillant. J'ai été absolument cueilli par le film. On était à une projo presse. Ouais. Ça n'a pas loupé. Tout le monde Tout le monde était mort de rire. était mort de rire. Un gars Les toutes les 45 secondes, tout le monde rigole à chaque fois. Ouais. Et les gens applaudissaient sur certaines Ouais. vannes et tout ça. C'est potentiellement. Non, d'ailleurs, je pense que c'est sûr, c'est la comédie de l'année pour moi. Ouais. Bah, en même temps, la compétition, elle est pas là. Hein. Non. La compétition n'est pas là. Pamela Anderson, excellente comédienne qui. C'est peut-être Elle est géniale. enfin le rôle de sa vie parce que elle avait jamais eu le droit à des rôles crédibles où on n'a jamais pris au sérieux au cinéma. On Pamela n'est Anderson. pas très people, mais anecdote rigolote. Mhm. Dans le film, ils se rencontrent et ils tombent Oui, amoureux. oui. Faut savoir que. Non, Quand il tourne- alors dans le film,
pas un spoil, c'est même pas une blague, on s'en fout. Liam Neeson, le personnage de Liam Neeson, est veuf. Oui. Et en fait, il n'a jamais réussi à se remettre avec une femme depuis la mort de sa femme. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vraie vie, c'est-à-dire que Liam Neeson, sa femme, elle est décédée depuis 2012 ou 2013 et depuis, je crois qu'il s'est jamais remis avec quelqu'un. Jamais remis avec quelqu'un. Et donc sur le tournage de The Nouveau Y a-t-il un flic, il s'est mis en couple avec Pamela Anderson. Sa co-star. C'était le moment people. C'est très mignon. Et elle est vraiment bien et la raison pour laquelle ils l'ont castée dans le film, c'est tout un enchaînement de trucs. Déjà, il y a eu la série Pam and Tommy qui a fait beaucoup reparler de Pamela Anderson. Ouais. Ensuite, il y a eu un documentaire sur elle sur Netflix. Elle a commencé à jouer dans The Last Showgirl qui est sorti il y a quelques mois. Et donc, ils se sont dit, bon, il y a un truc avec Pamela Anderson là. Je pense que c'est une personne qui a aussi énormément d'autodérision. Ouais, en fait, ils se sont dit, mais attends, mais c'est parfait. Genre, c'est la comédienne qu'il faut dans Y a-t-il un flic? En fait, dans les films qu'elle faisait dans les années 90, là, en gros, ce que le film parodie, c'est plutôt les films d'action des années 90-2000. En fait, il parodie pas les films policiers actuels. Il parodie plutôt une époque de films d'action qui est assez révolue. Et il se dit, mais qui jouait dans ces films d'action dans les années 90-2000? Pamela Anderson. C'est exactement le genre de rôle dans lequel elle aurait été typecast. Et c'est génial parce que le film parodie ça, mais il parodie aussi le film noir, c'est trop marrant, tu vois. Bien sûr. Elle joue la femme fatale et tout. Ils ont vraiment beaucoup d'alchimie à l'écran, ils ont beaucoup de blagues qui sont très drôles. Tout le truc du concert de Pamela Anderson est très marrant aussi. C'est une super belle réussite. Franchement, c'est tout ce qu'on pouvait espérer de ce reboot. Et ça aurait tellement pu être casse-gueule, ça aurait pu être tellement nul ce film. Bah oui, parce qu'en plus, il existe une ou deux scènes au sein du film qui sont un peu une repompe de Y a-t-il un flic pour sauver la reine, par exemple. C'est la même séquence. Et en fait, à l'intérieur de cette séquence-là, pas du tout. Ils arrivent à le twister, à en faire un truc complètement différent. Alors oui, après l'humour, on l'a peut-être pas dit, mais il y a du potage. Il y a tout. Hein, y a tout. Mais c'est quand même bien dosé, en fait. La scène des lunettes en night shot avec le date entre les deux. Ça, t'étais obligé de la faire. Et elle est formidable. Elle est très, très drôle. Dernier petit point pour ma part, c'est plus sur l'aspect... politique, c'est un bien grand mot, du film. Non, c'est que le personnage principal, c'est donc un flic complètement réac. Ce qui n'était pas le cas de Leslie Nielsen à la base. Il y avait des blagues sur la police et sur le fonctionnement de la police, etc. Et comme quoi la police avait tous les droits et que c'était des gros débiles, tu vois. Là, le film va proposer, bon, déjà, ce genre de réflexion. Ah oui, il y a d'une fois. Tout un truc sur le fait que les flics ont tous les droits, etc. C'est très marrant. Et surtout... Le film arrive quand même à une période de grosse tension à ce niveau-là, et donc mettre en scène un personnage principal qui est extrêmement réac et un peu à la OSS 117 en fait, avec il y a vraiment ce côté OSS 117 mais aux États-Unis avec un mec qui est nostalgique des années 90 quoi. Au lieu d'être nostalgique de l'époque de René Coty, il est nostalgique de l'époque où Janet Jackson montrait un sein à la télé. C'est une blague ça. Et bref, donc je trouve que c'est assez malin de mettre un personnage comme ça en tant que personnage principal où on va se moquer constamment de lui et de ses takes complètement vieux con, complètement boomer, complètement réac. Voilà, ça arrive à un moment aux États-Unis où il aurait été facile de justement faire des blagues réac et boomer et vieux con. Et non, le film va être plus intelligent que ça, il va jouer là-dessus. Et du coup, il y a plein de blagues réac et boomer dedans, mais elles sont drôles parce qu'on se moque de Liam Neeson qui est juste vieux, quoi. Le film est absolument génial. Moi, je le conseille très fortement. Et c'est surtout un film comique qui s'adresse à tout le monde, qu'importe l'âge. Je pense très sincèrement que ça fonctionne. Oui, il y a plein de références un peu potaches au cul et tout ça, mais en fait, c'est des super films pour enfants même. Il y a un truc tellement ludique parce là-dedans. Que quand on était gamin, la scène où Leslie Nielsen, il a un préservatif, mais c'est un préservatif géant qui met sur tout ouais, le corps, tu machin. comprends à moitié, tu fais... C'est pas un problème. Non, c'est vraiment très bien. Je crois que c'est un coup de cœur pour ma part. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. En fait, ça fait plaisir de rigoler au cinéma, quoi. Et ben justement, moi, j'ai pas souvenir d'avoir rigolé au cinéma dernièrement. Et là, ça a été ce vent de fraîcheur. Et là, c'est toutes les 45 secondes. Ouais, non, c'était vraiment très bien. Plutôt une bonne semaine, du coup, au final. C'est une bonne semaine. C'était quoi le premier film dont on parlait? Karate Kid Legends. C'était plutôt une bonne semaine. On se retrouve donc... C'est quel jour déjà? Jeudi, c'est matin le jeudi. à 7h. Et si vous êtes nostalgique de nous, si vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur TikTok, ou écouter les anciennes émissions. Si c'est sur Instagram, TikTok,
@Caméflex Live. Et puis les anciennes émissions, déjà vous êtes sur Caméflex, donc vous avez juste à scroller vers le bas et dire mais j'avais vu ce film, mais j'avais pas voulu écouter l'épisode parce que j'avais pas encore vu le film. Mais vous cliquez. Oui. Et puis on a un hors-série aussi qui est dispo, qui est sorti récemment. Et peut-être bientôt un autre. Et peut-être bientôt un autre. Donc, oui, nous, on a hâte de vous retrouver. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on vous fait des bisous. Des bisous, ciao. Vous êtes complètement tapés ou quoi?